Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information. Merci d'être branchés sur nos antennes. Les Léopards de la RDC ont fait un jeu égal d'un but partout avec les Lions indomptables du Cameroun en match amical. La rencontre qui a permis à Florent Ibenge de publier la liste de 23 joueurs sélectionnés pour la CAN. Le chef de la MONUSCO a confirmé et insisté sur l'option militaire des FRDC afin de traquer les forces négatives dont les FDLR et autres occupant les territoires congolais. Point saillant de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO ce mercredi. Les détails dans ces journaux. They chip in any word of advice and they also encourage their teammates. Chose promise, chose due. Les sélectionneurs des Léopards de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge, vient de réaliser son seul et unique match amical face aux Lions indomptables du Cameroun au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Score final, un but partout. Le but congolais a été marqué par Yannick Bolassier dans les temps additionnels sur une balle remise. Un match qui a débuté avec la pression congolaise, laquelle a occasionné un but d'Mbokani dès la première minute, malheureusement jugé non valide par l'arbitre central. Cette rencontre relayée de la télévision officielle camerounaise via Digital Congo a attiré l'attention de beaucoup d'amoureux du ballon rond. Ce match amical va permettre aux sélectionneurs congolais de rendre publique la liste définitive des 23 sélectionnés qui disputeront la 30e édition de la CAN Guinée équatoriale 2015. Il faut rappeler que la CAF attend les listes des 23 joueurs de tous les 16 pays qualifiés ce 7 décembre d'ici à minuit. Le Premier ministre a effectué ce mardi une visite d'inspection dans les chantiers de l'hôtel du gouvernement et des immeubles royaux. Matata Ponyo a démarré sa visite par les chantiers du bâtiment devant abriter les bureaux de différents ministères. Un immeuble imposant de 11 étages, fruit de la révolution de la modernité. La société chinoise qui construit ces bâtiments est en train d'exécuter des travaux de finissage. Le joyau sera officiellement remis dans la deuxième partie du mois d'avril. Pour rappel, les travaux de construction ont démarré en août 2013 pour un coût global évalué à près de 30 millions de dollars américains. Deuxième étape de sa ronde d'inspection en face de la place royale où s'exécutent les travaux de réhabilitation et modernisation de 7 immeubles destinés à accueillir différents services de l'État. Sur les 7 bâtiments, seuls 3 dont les travaux ont été confiés à une firme chinoise avancent normalement. Selon le maître exécutant, ces 3 immeubles seront remis officiellement vers la fin du mois de juin prochain. Le Premier ministre a exprimé son indignation quant aux 4 restants. Il a tenu à le signifier de vive voix à l'entrepreneur. Matata Ponyo lui a demandé de respecter les termes du contrat sous peine de se voir retirer le marché. En voilà une preuve que le gouvernement congolais est résolument tourné au cours de cette année 2015 dans l'organisation des élections. C'est la conséquence de la convocation même de cette session extraordinaire au Parlement pour étudier la possibilité de l'aménagement de la loi électorale. Chose promise par le gouvernement, chose au fait. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, vient de soumettre le projet de loi électorale en vue de l'organisation des élections à venir en République démocratique du Congo auprès du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minako. Nous avons déposé au nom du gouvernement le projet de loi portant modification de la loi 19 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, provinciales, municipales, urbaines et locales. Et donc, le genre humain tend chaque jour vers l'amélioration de tout. Et disons que ces modifications que nous avons pu apporter à ce projet de loi, c'est justement pour améliorer les lacunes qui avaient été constatées. Et il y avait quand même certaines dispositions qui n'étaient pas bien explicitées. Il y a eu aussi des innovations dans le sens de l'avancement. La dimension genre est importante, on doit pouvoir la prendre en considération. Mais il y a aussi le fait
que l'enregistrement des électeurs ne se fera plus de manière périodique, mais cet enregistrement sera permanent. Il y a aussi une meilleure traçabilité des lois pour permettre éventuellement aux candidats qui iraient en contentieux de mieux défendre leur cause, parce qu'une forte traçabilité a été mise en place. C'est le début d'un processus qui sera déclenché par le Parlement congolais en vue de doter la République démocratique du Congo d'une loi électorale remodelée. « 2015 s'annonce l'année de travail et de performance dans l'esprit de Thomas Louaka, vice-premier ministre et ministre en charge des postes de télécommunications et nouvelles technologies, de l'information et de la communication. 3 délégations ont été reçues en audience ce mardi 6 janvier 2015 dans le cabinet de travail du ministre de Pétentique. D'entrée des jeux, un groupe d'administratifs s'est présenté en vue de dresser au ministre un tableau sur la situation du fonctionnement général de l'ensemble des contraintes ministérielles. Nous avons brossé à l'intention de son Excellence un bref aperçu de la situation du secteur dont il a désormais la gouvernance. La situation au niveau du cadre légal et réglementaire, c'est-à-dire les textes de loi qui régissent le secteur. La situation du fonctionnement du secrétariat général au PTT, les relations internationales, parce que n'oubliez pas que la RDC est membre des organismes internationaux des postes et télécommunications. Nous avons fait aussi le point sur cet aspect des choses. En seconde partie, c'est la représentation des services annexes attachés à ces ministères, notamment la conférence des postes, le RASCOM, le PIDEP, ainsi que le portail. Au centre de leur entretien, la carte de visite sur les activités des services. Chacun de nous venait présenter un peu la carte de visite, n'est-ce pas, un briefing sur les activités de son service et de ce que l'on fait exactement ici et de l'apport que chacun peut amener à la réussite du mandat de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Mais à la réunion, il y avait également le vice-ministre qui était là. Voilà. Pour boucler sa journée complètement, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a reçu les membres de la délégation syndicale de sa suite, lesquels lui ont soumis leurs desiderata. Nous, en tant que délégation syndicale du ministère de Pétentique, nous lui avons mis au parfum de tous les problèmes qui achoppent les agents et fonctionnaires de l'État de Pétentique. Notamment, nous avions parlé de la prime spécifique. En tant que ministère générateur des recettes, nous n'avons pas cette prime spécifique à l'instar des autres ministères budgétivores qui ne produisent absolument rien, mais qui touchent cette prime. Et nous nous disons avec son avènement, il va nous aider à avoir cette prime. Prime spécifique. Nous avions parlé des conditions de travail. Madame, nous sommes une grande administration. Nous lui avons dit que nous sommes logés dans 6 salles de classe de l'ancien ISTA, où il aura le temps de visiter. Vraiment, les conditions ne sont pas bonnes. Notre secrétaire général loue quelque part. Il faut qu'on puisse nous trouver des bâtiments. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, s'est assigné 3 priorités pour l'année 2015 qui vient de commencer, à savoir les combats contre l'FDLR, la stabilisation et le développement économique des territoires libérés, ainsi que le travail sur le sujet de l'accord cadre d'Addis Abeba. Selon le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, invité spécial à la première conférence de presse de la MONUSCO pour l'année 2015 tenue ce mercredi 7 janvier, le processus de désarmement volontaire lancé pendant 6 mois en faveur des FDLR s'est avéré un échec. D'où maintenant, il ne reste qu'à utiliser l'option militaire. Il faut maintenant vraiment entrer conjointement avec les FRDC en action militaire. Vous avez sûrement vu le 2 janvier les déclarations de l'équipe des envoyés spéciaux. C'est Rasango des Américains, Boubacar Diarra de l'Union africaine, Koen de l'Union européenne, l'envoyé spécial belge, et l'envoyé moi-même et Saïd Djinnit aussi, où on a dit ce processus n'était pas crédible et pas suffisant. Il faut vraiment maintenant
lancer des opérations militaires comme seule option qui reste maintenant. On avait aussi une déclaration du gouvernement de la RDC, très très bien, aussi 10 ans, alors que le processus n'était pas suffisant et les actions militaires sont inévitables. S'agissant de la situation militaire, le lieutenant Félix Prosper Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO, a signalé que l'environnement sécuritaire dans les provinces situées dans la partie ouest de la RDC est resté calme la semaine dernière, tandis qu'au Nord Kivu, elle est demeurée fragile à cause de l'activisme des rebelles des ADF dans les territoires de Beni et dans les localités limitrophes du sud du territoire d'Irumu en Ituri. Au sud Kivu, une centaine d'agents de l'hôpital de Pandi à Bukavu ont assiégé le mardi 6 janvier les installations de la Direction générale des impôts DGI. Ils protestent contre le gel des avoirs de cette formation hospitalière et le prélèvement de l'impôt sur le revenu professionnel. À Kinshasa, la députée nationale F. Bazaïba, nommée secrétaire générale du MLC, a présenté le mardi 6 janvier dans une émission à Radio Okapi les documents signés par le président de son parti, Jean-Pierre Bemba, avec la mention du complexe pénitentiaire de la Haye, la désignant à ce poste. Elle répondait ainsi à des accusations selon lesquelles elle ne disposait d'aucun document légal la nommant à ce poste occupé jusqu'à décembre dernier par Thomas Louaka, devenu depuis vice-premier ministre en charge des postes, téléphones et nouvelles technologies. Au Nord Kivu, les opérations conjointes FARDC MONUSCO contre les rebelles ougandais de ADF actifs dans les territoires de Beni se poursuivent. Le commandement conjoint de ces opérations se dit déterminé à neutraliser définitivement ces rebelles ougandais. Toujours au Nord Kivu, les leaders locaux du Nord Kivu estiment qu'ils devraient être impliqués dans la sensibilisation pour accélérer le désarmement et le rapatriement des rebelles rwandais de FDLR. En effet, l'ultimatum de la SADC et de la CIRGL pour un désarmement volontaire de ces rebelles a expiré le 2 janvier dernier. Les dirigeants de la sous-région vont se retrouver à mi-janvier pour déterminer les actions à mener contre les réfractaires au désarmement. Au Kasaï oriental, une bagarre rangée a opposé lundi soir une partie de la population de Kenankuna, chef du territoire de Kabea-Kamonda, aux éléments des services spéciaux de la police. La cause de cette altercation n'est pas encore bien élucidée. Toutefois, le calme a été rétabli tard dans la soirée grâce à l'intervention de militaires des FARDC. C'est un tournant décisif dans le renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger. Tenu ce mardi 6 janvier, le Conseil des ministres conjoint entre ces deux pays a porté sur des dossiers d'intérêt commun. Il s'agit de la définition d'un cadre juridique relatif au projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire entre les deux pays et de la facilitation du transport routier le long du corridor Cotonou-Niamey. Les autorités en charge du transport veilleront au respect scrupuleux du règlement 14 relatif au contrôle du poids des gros porteurs. J'ai toujours dit, le port de Cotonou, le port du Bénin, est d'abord le port des pays de Méditerranée. D'une manière générale, le port du Niger, de manière particulière, avant d'être le port du Bénin, le port de Cotonou. Et tout ce que nous avons eu comme échange participe, disons, de notre volonté d'introduire une meilleure gouvernance de ce type d'implication économique et de rapprochement des deux États. Le projet de ligne de 330 kVA de la dorsale Nord-Bénin qui devrait assurer une fourniture suffisante en énergie électrique et à moindre coût aux populations a été étudié. Des rencontres périodiques sur les réformes mises en œuvre au port de Cotonou auront lieu entre les deux parties. Mais comme décision majeure, il faut retenir l'exemption des frais de délivrance du bordereau de suivi des cargaisons sur toutes les marchandises nigériennes. Nous avons depuis ce matin, travaillé sur un ordre du jour très chargé sur les questions complexes qui ont trait au service
de nos différents peuples, qui portent sur les blocs d'intégration énergétique, sur la boucle ferroviaire, et sur le corridor entre le Bénin et le Niger, sur l'exploitation optimale du port de Cotonou. Les ministres en charge des mines du Bénin et du Niger vont définir un cadre réglementaire afin d'encadrer le convoyage de substances explosives destinées à l'exploitation minière. Il faut souligner que le Conseil des ministres conjoint aura lieu 2 fois par an. La situation militaire aujourd'hui, et du moins sécuritaire en Libye, est dans un état d'excès de gravité tel que j'ai bien peur de penser qu'une solution politique devient compliquée, difficile. Nous l'avons tentée, elle a été tentée à maintes reprises. D'ailleurs, le président El-Sisi, il y a 2 semaines, a demandé une intervention militaire clairement, venant alors conforter la position du président Idriss Déby Itno et le président Macky Sall. C'est-à-dire que le danger sécuritaire dans la région du Sahel a aujourd'hui un foyer d'alimentation évident, central, c'est la Libye. Et puis, l'égalité des forces en présence en Libye, l'antagonisme puissant des uns vis-à-vis des autres, est malheureusement dans une situation de gravité qui, de mon point de vue, rend une situation politique négociée, je ne dis pas impossible, mais difficile. Scène d'horreur à Sanaa. Des morceaux de chair humaine jonchent le trottoir, mêlés à des débris de véhicules soufflés par la force de l'explosion. Ce qui s'est passé, c'est qu'une attaque à la voiture piégée dans la rue de l'académie de police a visé les nouveaux étudiants qui s'inscrivaient à l'académie. La bombe a touché environ 60 personnes. L'attentat a été commis à l'aide d'un minibus qui a fini en un amas de ferraille. Selon un responsable des services de sécurité, la bombe aurait été déclenchée à distance. Les attentats sont de plus en plus fréquents ces derniers jours, près de 3 ans après le renversement d'Ali Abdallah Saleh à la tête du Yémen pendant 33 ans. Le pays est en proie à une crise politique sur fond de violences meurtrières. La situation est devenue critique à la fin septembre lorsque les houtistes du Nord, qui se sont récemment donné le nom d'Ansarullah, ont pris la capitale. Ils profitent de la faible autorité exercée sur le pays par le président Abdrabou Mansour Hadi et tentent d'élargir leur influence progressivement vers l'ouest et le centre du Yémen. Messieurs et dames, bonsoir. L'actualité, c'est aussi dans le journal Paris C7 décembre 2015 dans la capitale. Abordons cette revue de presse par la prospérité qui annonce le retrait progressif des effectifs de la MONUSCO d'ici mars 2015. C'est ce que Bakemoun vient de confirmer. À en croire la consoeur, c'est à partir du mois de mars prochain que les effectifs de la MONUSCO réduits de 10% sur un total de 20 000 militaires actuellement déployés sur le sol congolais. Il en restera plus de 18 000 en revanche, signale le journal. Les capacités opérationnelles de la brigade spéciale d'intervention, forte de 3 000 hommes, seront renforcées par la mise en place des unités rapidement déployables. À cet effet, la MONUSCO deviendra alors plus mobile et plus agile, capable de prévenir ou de répondre rapidement à des crises, souligne la prospérité. Toujours dans le domaine sécuritaire, la référence au plus parle d'un succès armé dont vient de remporter l'opération conjointe menée par le FARDC et la MONUSCO contre les FNL au sud Kivu, à savoir le casque bleu de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC ont lancé conjointement avec l'armée congolaise lundi 5 janvier dernier une opération offensive contre le rebelle burundais du FNL dans la province du sud Kivu. En moins de 6 heures, précise la consoeur, la base militaire contrôlée par le rebelle sur le plateau d'Ouvira ont été récupérées, conclut la consoeur. On a beau attendu le feuilleton qu'il y a eu entre l'hôpital des Panzi et la direction générale des impôts. Suite à cela, la Belgique s'en mêle, tout en demandant au gouvernement congolais
a abandonné cette taxe, malgré que la DGI reste formelle en indiquant qu'il s'agit d'une procédure fiscale normale. Titre Forum des As, selon le directeur général de la Direction générale des impôts, Dieudonné Loukadi, l'impôt est à la charge du personnel, non de l'hôpital. Ces traitements s'appliquent à tout le monde. Il vient d'ailleurs signifier que la formation médicale de la ville de Bukavu n'a pas respecté la procédure fiscale depuis l'exercice 2002. Ces derniers persistent des signes qu'il n'y a pas eu acharnement ni discrimination contre l'hôpital de Panzi, moins encore contre son médecin directeur, le célèbre Denis Mukwege, souligne le confrère. Peut-être une bonne nouvelle pour les automobilistes par la baisse imminente du prix du carburant à la pompe. Géopolis Hebdo revient sur le dire du ministre de l'économie nationale, Modeste Bayatilou-Kwebo, qui envisage une baisse imminente du carburant. C'est à la suite, depuis quelques mois, le prix du baril de pétrole connaît une baisse de son prix. Cette décote du prix devrait en réalité profiter aux consommateurs qui espéraient voir le prix à la pompe diminuer et dans une économie d'échelle provoquer la décroissance du prix des autres biens et services qui sont impactés par le prix du carburant. Attendons voir. Fin de cette revue de presse. Merci et à demain.